Où s'arrête ma liberté et où commencent les besoins de la communauté? C'est sans doute l'une des plus vieilles questions en politique et une des plus compliquées. Aujourd'hui, on va explorer cette quête permanente d'équilibre entre l'individu et le collectif. Donc, voilà la grande question qu'on va se poser. Comment on fait pour bâtir une société qui respecte chacun tout en étant bonne pour tout le monde? C'est un vrai casse-tête, un défi que des générations de penseurs ont essayé de relever et qu'on va décortiquer ensemble. Allez, voici notre feuille de route pour ce parcours. On va d'abord plonger dans le conflit de base entre les droits de l'individu et le bien commun. Ensuite, on verra le compromis social-démocrate, la quête du bien, ses limites aussi, puis une solution pour le construire avant de voir comment tout ça s'applique concrètement sur le terrain. On commence donc par le cœur du problème. Droits individuels contre bien commun. C'est vraiment ici que tout commence, avec ce conflit fondamental entre deux visions du monde. Celle qui met l'individu au centre de tout et celle qui va privilégier la communauté. Et le grand débat, il est là. D'un côté, on a l'idée qu'une société juste, c'est d'abord une société qui protège les droits de chaque personne. L'État doit rester neutre et chacun choisit sa propre voie. Et de l'autre côté, on a une vision un peu plus ambitieuse. Une société juste devrait se rassembler autour d'un projet, d'un fameux bien commun partagé. Alors, face à cette tension très philosophique, une réponse beaucoup plus pragmatique a émergé, c'est le compromis social-démocrate. L'idée, ici, on va aborder le problème non pas par la grande philosophie, mais plutôt par l'économie. Il faut voir que le socialisme a dû complètement se réinventer. Après 1917, l'idée de la révolution a été largement mise de côté pour jouer le jeu de la démocratie. Le grand tournant, c'est quand on abandonne officiellement la lutte des classes pour s'adapter à une économie de marché mondialisée. Bref, le but n'est plus de tout renverser, et ce changement d'objectif, il est radical. On ne cherche plus du tout à supprimer la propriété privée comme dans le modèle révolutionnaire, non. Le modèle réformiste, lui, accepte l'économie de marché. Mais il y a une condition, on la régule pour se servir des richesses qu'elle crée pour financer un État-providence qui protège les gens. Cette phrase, elle résume vraiment tout. En gros, le marché, c'est un excellent moteur pour créer de la richesse. Pas de problème avec ça. Mais il ne doit surtout pas devenir le pilote qui décide des valeurs de notre société. Ce rôle, c'est aux politiques de le jouer, corriger les inégalités et défendre des principes comme la solidarité. Mais est-ce que ça suffit, une réponse purement économique? C'est justement là qu'intervient le défi communautarien. C'est une critique philosophique qui nous force à aller au-delà de la simple redistribution des richesses pour nous reposer la question du bien. Le communautarisme, pour le dire simplement, ça nous dit « Attendez une minute, on n'est pas juste des atomes isolés les uns des autres ». Cette philosophie soutient que notre identité, nos valeurs et même notre liberté, tout ça est façonné par notre communauté. Et donc, l'idée d'un bien commun redevient absolument centrale. Le philosophe Michael Sandel résume très bien cette idée. Pour lui, on ne choisit pas son identité comme on choisirait des produits dans un supermarché, à partir de rien. On hérite d'une histoire, d'une culture. Notre identité est, comme il le dit, enchâssée dans notre communauté. Elle n'est pas un choix fait dans le vide. L'idée est séduisante, c'est vrai, mais elle soulève une question assez redoutable. Si on doit s'organiser autour d'un bien commun, la question c'est qui décide de ce qu'est ce bien? Voilà la question qui fâche. Si une société décide de promouvoir une certaine vision de la vie bonne, qu'est-ce qui se passe pour celles et ceux qui ne partagent pas cette vision? Est-ce qu'on ne risque pas une forme d'oppression au nom de la communauté? Le danger, il est bien là. Un bien commun qui serait défini à l'avance risque en fait de n'être que le bien du groupe dominant. Il peut finir par écraser les minorités, rendre leurs besoins invisibles et au final imposer une seule façon de vivre à tout le monde. Dans nos sociétés qui sont de plus en plus diverses, c'est une critique très sérieuse. Face à ce risque, une troisième voie propose une solution, le républicanisme civique. L'idée est simple mais elle est puissante. Le bien commun n'est pas un trésor qu'on hériterait du passé, c'est un projet à construire ensemble, activement. La proposition du républicanisme civique est donc très dynamique. Le bien commun, ce n'est pas un trésor caché qu'il faudrait retrouver. Non, c'est le résultat d'un processus. L'engagement des citoyens dans la vie de la cité, la discussion, le débat, c'est une création de tous les instants. Et ce processus, il se déroule en plusieurs temps. D'abord, il faut l'engagement et la délibération. Et c'est là que ça devient crucial. Cette discussion, elle transforme nos préférences. On arrive avec nos intérêts personnels et en discutant, on repart en pensant à l'intérêt collectif. Le résultat, c'est un bien commun qui est réellement partagé parce que tout le monde a mis la main à la pâte pour le créer. Bon, on a vu pas mal de grandes théories. Passons maintenant à un exemple très concret pour voir comment tout ça nous aide à comprendre une situation réelle. Prenons un territoire qui vit du tourisme.
Imaginons une vallée de montagne, par exemple. On y trouve des hôteliers, des guides, des loueurs de vélos. Ils sont tous indépendants, chacun a sa petite entreprise. Mais leur succès individuel dépend complètement de ressources communes. La propreté des sentiers, la qualité des routes, la réputation de la vallée. Personne ne peut réussir seul si ce bien commun est abîmé. Alors, regardons comment nos 3 théories éclairent cette situation. Un communautarien dirait que l'identité du guide, eh bien, elle est liée à sa montagne. Un libéral, lui, verrait la coopération comme un simple calcul d'intérêt pour le bénéfice de tous. Et le républicanisme civique insisterait sur un point, ils doivent activement se parler et s'engager pour préserver leurs ressources. On voit bien que ces théories peuvent même se compléter pour comprendre la situation. Au final, la question reste entière. Est-ce que le bien commun, c'est un héritage un peu passif qu'il faut juste préserver, avec tous les risques que ça comporte? Ou est-ce que c'est une construction active, un projet de tous les jours qui demande l'engagement de chacune et chacun d'entre nous? La réponse qu'on choisit, individuellement et collectivement, eh bien c'est elle qui façonne la société dans laquelle on vit.